C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Je suis Michelle McCarroll, directrice du département de psychologie, que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre de nos conférences du 80e anniversaire de notre département. Donc, aujourd'hui, nous avons Tania Lecomte et Luc Vigneault. Tania Lecomte est professeure titulaire au département et Luc Vigneault est patient partenaire et vont vous présenter une conférence sur vaincre la stigmatisation des troubles mentaux. Est-ce possible? Donc, on prendra des questions à la fin de la rencontre. Alors, je laisse la parole à nos collègues. Merci. Merci beaucoup, Michel. En fait, d'abord, merci au comité d'avoir pensé à nous. On est très honorés de présenter dans le cadre du 80e du département, d'autant plus que c'est la semaine de la santé mentale, puis on trouvait que ça tombait très bien. On va vous parler aujourd'hui de c'est quoi la stigmatisation, c'est quoi les types de stigmatisation, les différents impacts que ça peut avoir dans la vie d'une personne et surtout comment combattre la stigmatisation. Puis on en profite là, pour faire une petite publicité d'un livre, notre livre qui est sorti cette semaine d'ailleurs, qui s'appelle Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale pour en finir avec la stigmatisation. Puis d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus à la fin là, pour ceux qui sont intéressés du contenu de ce livre-là. Donc, la stigmatisation en santé mentale, c'est important de tenir compte du fait que ça implique vraiment de distinguer deux groupes sur la base d'un trait qui n'est pas visible. Alors que d'autres groupes qui sont stigmatisés vont souvent être stigmatisés par rapport à un attribut physique. Là, on est vraiment sur une stigmatisation qui n'est pas visible, donc souvent qui va apparaître même plus tard, une fois que la personne va mentionner avoir un trouble et qui n'est pas d'emblée apparente. Ça implique quoi? Bien, ça implique certains stéréotypes. Ça implique aussi des préjudices, c'est-à-dire que la personne va ne pas avoir certains droits que d'autres personnes de la société vont avoir, et ça amène beaucoup de comportements de discrimination. Mais avant d'embarquer dans c'est quoi les genres de stéréotypes qu'on a ou le préjudice, j'aimerais juste que vous imaginiez, est-ce que moi, j'ai des tendances à avoir des attitudes stigmatisantes? Et j'ai 3 questions à vous poser, puis pas besoin que vous répondiez de vive voix, mais peut-être répondre dans votre tête. Vous êtes chef d'entreprise, vous recevez quelqu'un en entrevue, il y a un très beau dossier et c'est indiqué dans son dossier, la personne vous dit j'ai un diagnostic d'un trouble de dépression majeure et j'ai quand même fait quelques épisodes de dépression majeure dans ma vie. L'embaucheriez-vous? Deuxième question. Vous avez une date, rencontrez quelqu'un sur une plateforme de rencontre, vous avez une date, ça clique au bout avec la personne, ça marche, oh wow, on a des atomes crochus et tout. Avant que ça aille plus loin, la personne vous dit, en passant, j'ai un trouble bipolaire. Est-ce que vous avez envie de continuer la relation? Et la dernière question, c'est, là, vous avez des enfants, vous cherchez quelqu'un pour garder vos enfants, et puis, une personne vient, voyant l'entrevue, les enfants semblent trouver cette personne-là vraiment super sympathique, et cette personne-là vous dit, je vais quand même être honnête, je vais vous dire, j'ai un diagnostic de schizophrénie, j'ai fait quelques épisodes de psychose dans ma vie. Accepteriez-vous qu'elle garde vos enfants? Je n'ai pas besoin que vous répondiez, mais des fois, de se poser ces questions-là, on peut réaliser que même si on pense qu'on n'a pas d'attitude stigmatisante, des fois, on en a un petit peu. et plusieurs personnes, même sans le vouloir, peuvent avoir des attitudes stigmatisantes. C'est quoi les stéréotypes typiques? Je te laisse en parler. Il y en a quelques-unes. Hein? Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je vis avec la schizophrénie depuis que j'ai 17 ans environ. Bon, cette année, j'ai eu 62 ans, donc ça fait un bail. J'ai aussi fait une dépression majeure. J'ai été toxicomane. Bon, bref. J'ai eu un cancer aussi dans ma vie, donc j'ai eu une santé physique, en santé mentale. J'étais en mesure c'est deux mondes totalement. Schizophrénie avec Luc Vigneault, là. Là, j'entends des voix. Est-ce que c'est normal? Oui. Parce que pour moi, c'est un peu paniquant, là, mais. J'entends les mains. Il y a un micro d'ouvert à quelque part. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça Oui, la caméra ici, pas qu'elle voit. Non. Excusez, il y a une personne qui a son micro est ouvert. Est-ce que c'est possible de vérifier que vos micros sont bien fermés sur Zoom? Parce qu'on vous entend dans la salle. Merci.
Donc, par exemple, au niveau de la dangerosité, vous savez que les crimes graves commis dans notre société par des malades mentaux, ça représente 3% des crimes. Donc, 97% des crimes sont faits par des gens qui n'ont pas de maladie mentale. Et par contre, ben, l'étiquette de dangerosité nous suit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'on est des gens paresseux, fragiles. Par exemple, dernièrement, là, j'ai demandé de faire partie d'un programme Emploi Québec qui est pour les travailleurs autonomes. Fait qu'il faut que tu montes ton dossier, bon, etc. Fait que moi, j'ai monté mon dossier. Puis humblement, bon, j'ai quand même écrit 3 livres. Je suis patient partenaire ici à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à l'Université de Bordeaux, à Lyon, à la Sorbonne, tu sais, des petites places, comme on dit. Je suis conférencier international, bref, je travaille à temps plein. Bon. Et la première chose que la personne me dit, ben, vous avez une maladie mentale. Oui, ça, je le sais, je suis au courant. Je me fais soigner, je vous remercie de vous en inquiéter. Moi, elle m'a dit, je peux pas vous admettre au programme. Vous savez que votre maladie, c'est stressant, vous allez décompenser. Puis là, moi, tout ce que vous avez retenu de mon dossier, que j'ai une maladie mentale. Oui, mais c'est suffisant. Là, donc, finalement, bon, j'ai dit, on va s'asseoir devant les tribunaux. Elle dit, soyez-vous, on va discuter. Finalement, elle m'a accepté, mais là, on a parlé de stigmatisation, puis elle a fini par admettre que dès qu'elle a vu que j'étais atteint de schizophrénie, c'était fini. Elle n'avait plus besoin de continuer à lire. Aussi, il y a quelques années, ma femme et moi, on a demandé pour adopter un enfant. Et la DPJ a littéralement refusé de nous évaluer parce qu'on a un dossier en psychiatrie. On vous refuse après évaluation, on vous refuse de vous évaluer parce que vous avez un dossier en psychiatrie. Puis aussi, on avait un dossier chez des psychologues. Puis ça nous a amené comme réflexion, ma femme et moi, à dire ben, on ne le dira plus aux gens qu'on a consulté. On ne le dira plus. Sinon, avez-vous consulté un psychologue? Tu sais, on avait consulté au privé. Le réseau public ne peut pas le savoir. Donc, c'est dommage. Il y a plein de trucs comme ça qu'on vit régulièrement à l'embauche. On va revenir pour l'embauche. Je vois ne pourra pas se rétablir. Bon, des gens comme moi, là, il y en pleut, il y en a. Mais c'est plus qu'1% de la population pour la schizophrénie seulement. Si on conserve tous les troubles mentaux graves, incluant les dépressions majeures, ça, on est dans du 15%, parfois même 20% de la population. Beaucoup de gens, mais la majorité se rétablissent. Voilà. Mais dans les stéréotypes, ce qu'on voit aussi, c'est que ces stéréotypes-là, ils vont transparaître dans des fonctionnaires, mais aussi même dans les soins. Qu'un psychiatre vous dise ah, ben, c'est pas mal fini pour vous, là. Ça date plus des années 60. C'est encore présent. Il y a encore des personnes qui annoncent le diagnostic comme un diagnostic de cancer stade 4 qui n'a rien à faire. Là, une fatalité. Alors que vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Les préjudices, ça, je pense qu'on mentionnait un petit peu, il y a certains préjudices, c'est qu'il y a une exclusion par rapport au marché du travail. Que si ce n'est pas du fait qu'il y a des programmes spécifiques qui existent de soutien à l'emploi pour convaincre les employeurs d'embaucher des personnes qui ont des troubles mentaux pour accompagner justement dans le processus, il y aurait 80%, en fait, dans plusieurs endroits là, qui n'ont pas accès à ces programmes-là, c'est 80% des personnes qui ont des troubles mentaux graves ne travaillent pas. Ça a l'air bizarre de dire sous-financement en médecine. La médecine est très financée, mais si on regarde dans la médecine, la psychiatrie est le domaine le moins financé. Quand on regarde au niveau même des subventions fédérales et provinciales, la recherche en santé mentale, elle est beaucoup moins financée que la recherche en santé physique, peu importe le trouble physique, même les maladies rares, alors qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont concernées. J'entends des drôles de bruit.
Et ben, il y a les professions aussi, puis ça, c'est un chapitre d'ailleurs dans le livre d'un infirmier qui décrit que d'avoir choisi de travailler en psychiatrie, comme infirmier, il se faisait juger et stigmatiser. On se moquait de lui d'avoir décidé de travailler avec les fous. Puis et donc, même les professions, on a du mal à imaginer, mais peuvent être jugées, les personnes peuvent vivre certains préjudices. Au niveau de la discrimination, là, je te laisse continuer parce que tu en as vécu en masse. Ben oui, bon, c'est sûr qu'au niveau d'obtenir un emploi ou un logement, c'est plus difficile. J'ai lu une étude, ça s'est fait en France, c'est Emmanuel Jouet qui a fait cette recherche-là. Les malades mentaux, là, au niveau de l'accès au logement, sont sous les prostituées et sous les robes. En Europe, bon, les robes. Les robes, c'est des sans-papiers. OK. Les sans-papiers. Les robes. Les robes. Tu as entendu les robes? Les robes, non, les sans-papiers, les robes. Non, les sans-papiers, OK. Je suis pas en train de dire que c'est brillant pour donner accès au logement à ces gens-là, mais c'est juste pour vous montrer comment l'accès au logement est plus difficile. L'accès à l'emploi, ben, Daniel l'a dit tantôt, 80% d'entre nous ne travaillent pas. Puis voyons, la recherche démontre, parce que dans le livre, entre autres, il y a plusieurs chapitres, notre emploi, puis vous savez, nos plus grands stigmatiseurs, ce que la recherche démontre, puis les revues de littérature, nos plus grands stigmatiseurs, c'est nos soignants. C'est sûr que ça frappe des dents d'entendre ça, mais pas parce qu'ils nous battent, hein, rassurez-vous, mais ils partent déjà avec un préjudice qu'on ne peut pas se rétablir, on ne peut pas travailler. On ne peut pas avoir de relations amoureuses. Dans une autre recherche faite par une doctorante en psychologie en France, parce qu'on s'implique beaucoup à l'Université de Bordeaux, Tania et moi, les Français, en moyenne, 70% des Français sont en couple. Et parmi les gens qui ont une maladie mentale, ce qu'ils appellent, eux, les handicapés du psychique, c'est 10%. Donc, on voit qu'il y a un écart beaucoup. Au niveau des assurances. Les assurances. C'est difficile d'être assuré, pas assurable. Moi, quand je vais donner une conférence en Europe, ben, je passe là. Je me croise les doigts. Il ne m'arrive rien. Permis de conduire, vous savez que la majorité des médecins ne mentionnent pas que leur patient a une maladie mentale parce qu'on peut perdre leur permis de conduire. C'est pas rien. Donc, quand tu habites à Québec ou en région de Québec. Oui, c'est comme difficile. Au niveau de l'adoption, on en a parlé, il y a encore beaucoup de... Alors, il y a beaucoup encore de stigmatisation, hélas. De discrimination. Puis au niveau des soins de la santé, je pense qu'il faut garder en tête que les personnes qui ont un trouble mental grave, surtout les troubles psychotiques comme la schizophrénie, vivent en moyenne 15 ans de moins que la population générale. Et oui, en partie, c'est lié à des effets secondaires de la médication, mais aussi en partie, c'est lié au fait qu'ils ne reçoivent pas des soins physiques adéquats. Par exemple, quelqu'un qui a un diagnostic en psychiatrie qui va à l'urgence pour un problème de santé physique a de très fortes chances de ne pas être cru. Et donc, avant de recevoir un soin physique, va être envoyé en psychiatrie. Et ça arrive à plusieurs personnes. J'ai de mes clientes qui, appendicite aiguë, sont envoyées en psychiatrie, puis que la psychiatrie retourne, dit non, elle souffre pour de vrai, là. Et aussi garder en tête que quand une personne qui prend, entre autres, des neuroleptiques va pour une demande d'aide liée à une douleur, c'est qu'elle a vraiment mal parce que les médicaments baissent énormément la sensation de la douleur. Donc, si la personne se plaint en douleur aiguë, c'est que c'est important, là. Il y a vraiment un gros problème. Et même des recherches récentes ont démontré en France, puis je suis pas mal sûre que ça serait similaire ailleurs, que pendant la première vague de la pandémie, si quelqu'un se présentait à l'hôpital avec la COVID et était vraiment mal pris au niveau respiratoire, mais avait un diagnostic de schizophrénie, cette personne-là avait beaucoup moins de chances de recevoir des soins intensifs. Il y avait un genre de tri, comme considéré qu'on ne donne pas priorité à quelqu'un qui a un trouble mental grave pour recevoir des soins intensifs et donc beaucoup plus de décès parmi cette population-là, alors qu'au départ, elle n'était pas plus malade. Donc, on voit qu'il y a vraiment un impact. Ça, c'est des comportements de discrimination, ne serait-ce que par les soignants, par même d'urgence de manière régulière. C'est quoi l'impact que ça a? Bien, un des impacts
important, c'est l'autostigmatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne elle-même, à force d'entendre les messages que hey, t'es peut-être dangereuse, hey, t'es peut-être irresponsable, hey, t'es peut-être pas capable de travailler, mais y croire, ne se fait plus confiance, n'a plus son estime d'elle-même et n'osera plus aller essayer d'avoir un emploi ou d'aller vers les autres. Ça entraîne beaucoup de honte, ça entraîne l'évitement des soins. Je ne sais pas si tu veux continuer. Tout à fait. Là. On a honte d'avoir une maladie. On ne devrait pas avoir honte d'avoir une maladie mentale. C'est une maladie comme. J'ai eu le cancer, moi, puis j'avais pas honte d'avoir le cancer. Mais puis c'est sûr qu'à force, vous savez, moi, je souffre aussi de douleurs chroniques au dos. Et j'avais beaucoup de difficulté à avoir des soins. Je ne sais pas combien de fois qu'on m'a répété que c'était dans ma tête, puis il me référait au psychiatre. Le psychiatre disait, je ne peux rien faire pour toi. Puis j'avais des IRM qui démontraient là, que j'ai 3 hernies discales, clairement. C'est pas dans ma tête. Mais j'étais tellement souffrant que j'ai fini par demander de l'aide médicale à mourir. J'en ai parlé avec ma femme, puis on en est venu à reculons à prendre cette décision-là. Et là, quand j'ai demandé l'aide médicale à mourir, il y a un médecin qui a fait le saut. Vous souffrez tant que ça? Ben, j'ai dit oui. Fait que là, cette personne-là a fait en sorte que je reçoive des soins adéquats. Puis Dieu merci, j'ai plus envie de recevoir l'aide médicale à mourir, mais ça m'a amené jusque-là. Également, vous savez, quand on va aux urgences, les fameux codes blancs. On déclenche les codes blancs, ça veut dire qu'il y a 5-6 gros gaillards qui s'en viennent te maîtriser. Ça injecte un traumatisme chez la personne. Par exemple, moi, je suis beaucoup impliqué à la clinique des problèmes psychoses au niveau de la recherche, puis les psychologues qui travaillent à la clinique des problèmes psychoses, les patients, la première chose qu'ils doivent s'occuper, c'est du traumatisme qu'ils ont subi lors de leur hospitalisation. Donc, ils ne peuvent pas travailler sur tous les problèmes psychiques de la personne. Ils doivent travailler le traumatisme qu'ils ont subi lors de l'hospitalisation. Et c'est carrément, ils codent pour un trouble de stress post-traumatique. Oui. C'est reconnu que le trouble de stress post-traumatique lié à l'hospitalisation en psychiatrie est très, très, très élevé. Plusieurs personnes. Je dirais brièvement, dans le livre aussi, une infirmière avec son équipe qui parle justement des isolements de contention. C'est démontré par la recherche que ça a un impact thérapeutique de 0. Non seulement ça donne absolument rien, mais ça l'induit un traumatisme. Alors moi, ça me questionne tout le temps comment ça se fait que des scientifiques et des cliniciens perpétuent à donner un traitement que je mets en guillemets qui n'a aucune efficacité. Est-ce qu'on verra ça en cardiologie ou ailleurs? Je pense pas. Mais heureusement, le ministère commence à se poser des questions. Donc, tant mieux. Ouais. Et voilà. Mais donc, si on revient parmi les impacts, donc il y a l'autostigmatisation, oui, il y a la honte, il y a quand même aussi d'éviter les soins. Je n'irai pas chercher mes médicaments parce que s'ils disent mon nom, puis quelqu'un dit à haute voix le nom du médicament, puis on connaît que c'est un médicament en psychotrope, ben là, des fois, je vais avoir l'air. Donc, ils vont éviter les soins de manière globale. Il y a un retrait social qu'on retrouve beaucoup. Et non, ça entraîne aussi des comorbidités comme l'anxiété sociale. C'est à peu près 30% des personnes qui ont des troubles mentaux graves qui souffrent d'anxiété sociale et l'abus de substances sans parler du stress post-traumatique. Donc, il y a beaucoup d'impacts à différents niveaux. Chez les troubles mentaux graves, 50% de la clientèle ont un problème d'abus de substances. Et on s'entend, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a développé le trouble mental suite au problème d'abus. Donc, c'est sûr qu'il y a une complexité par rapport à qu'est-ce qui les a emmenés là, mais il y en a beaucoup qui ont commencé à consommer après avoir développé un trouble mental par solitude, par malaise, par tentative de s'auto-soigner, on peut dire. Exact. Donc, il y a beaucoup d'impact de la stigmatisation. Luc l'a mentionné tout à l'heure, parmi les personnes qui stigmatisent le plus, c'est le personnel soignant. C'est très malheureux, en particulier le personnel soignant expert en psychiatrie, parce que, et c'est un peu l'idée, à force d'être exposé aux gens en crise,
tu vois les gens à leur pire. Tu vois quelqu'un qui est en crise, qui a peur, qui crie, qui a l'impression, qui entend des voix, qui a l'impression qu'il est en danger. Mais à longueur de journée, de voir des personnes comme ça, tu as du mal à imaginer que cette personne-là, c'est un père de famille avec 2 enfants, qui a un emploi à temps plein. Tu vois juste la pathologie. Et les personnes qui travaillent longtemps dans un milieu, en voyant juste l'aspect, disons, crise, ils n'arrivent pas à voir la personne quand elle va bien. Parce que quand les gens vont bien, ils ne retournent pas à l'urgence. Ils disent, coucou, voici moi au normal. Tu sais. Et donc, ça fait en sorte qu'ils ont très, très, très stigmatisant et ils donnent très peu d'espoir que la personne va s'en sortir parce qu'ils s'imaginent que la personne va toujours être comme ça. Et donc, le personnel soignant, je pense que ça, c'est un gros problème. Les personnes elles-mêmes, la stigmatisation, je l'ai mentionné, puis ben, les médias. Oui, les médias sont forts pour faire des titres sensationnalistes. Hein? Quand quelqu'un commet un crime, on en parle tous les soirs pendant 2 semaines. Mais comme je vous le dis, c'est à peine 3% des crimes commis. Donc voilà, c'est ça. Et il faut aussi dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont des troubles mentaux graves sont beaucoup plus à risque eux-mêmes d'être victimes de criminalité, d'être attaqués, d'être victimes que d'être agresseurs. Et c'est comme 10 fois plus à risque d'être victime que d'être agresseur. Donc, il y a ça aussi, mais ça, on parle moins dans les médias. Oui. Oui. Donc, comment on va? Donc là, on a tous les aspects négatifs, mais on ne voulait pas non plus que ce soit une présentation sur qu'est-ce qui va mal. On va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est important, Tania, de dire que les soignants, ce n'est pas volontaire. Non. Ça, c'est très, très, très important avec les recherches des mondes. Les personnes se lèvent le matin en disant, ben, je vais stigmatiser du monde. C'est dans leur routine. Je ne sais pas, c'est une espèce d'héritage asilaire. On appelle ça l'héritage asilaire. On a eu des périodes asilaires, puis ça se perpétue. Mais c'est important de dire que ce n'est pas volontaire. Non, puis même, ils aiment leur travail et ils aiment la clientèle. Ce n'est pas par manque de compassion. Je pense que c'est quelque chose qui se crée, mais sans réflexion. À un moment donné, les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils ont des comportements discriminants. Ils sont prêts à changer. C'est ça qui est important. Donc, comment on va? Bien, une des façons, disons, les plus médiatisées, c'est de contester ou de dénoncer. Hein, on l'a vu avec d'autres mouvements comme le MeToo, on l'a vu avec pour d'autres types de stigmatisation, de discrimination. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît dans les journaux, que quelqu'un dise quelque chose qui n'a pas d'allure, je ne sais pas si vous avez entendu il y a peut-être un mois, il y a quelqu'un qui souffrait de schizophrénie, qui en crise aurait tué 2 personnes et que Legault a dit yes, enfin on l'a tué, notre premier ministre. Ben, tout de suite dans les médias, il y a quelqu'un qui a interpellé les associations de parents et amis, etc., qui dit non, ça ne se fait pas. Et il y a eu des excuses qui ont suivi. Donc, c'est tout de suite d'intervenir et il y a beaucoup d'organismes qui font ça. Ils vont dénoncer s'il y a une publicité qui utilise, se moque des personnes qui ont des troubles mentaux, etc. Donc, c'est beaucoup au niveau, je dirais, contestation sociale ou dénonciation. L'éducation aussi. Mais l'éducation, souvent, on prêche aux convertis. Là. Donc, c'est sûr que quand on donne un cours sur les troubles mentaux, ben, c'est des gens qui sont déjà un peu ouverts d'esprit qui vont venir. C'est sûr que ça aide parce qu'il y a comment éduquer. Puis ça, c'est un chapitre que j'ai écrit dans le livre, c'est justement comment enseigner les troubles mentaux sans encourager la stigmatisation d'une manière humaine, de ne pas séparer la personne, nous et eux, de vraiment présenter le continuum, que ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, comment éduquer, mais en gardant en tête que l'éducation, ce n'est pas la solution parce que souvent, les personnes sont plus ouvertes qui viennent. Le contact. Le contact, donc, par exemple, si vous fréquentez régulièrement, vous allez, non, mais vous allez voir que finalement, je suis comme tout le monde, c'est pas dangereux. Puis là, ça amène à des réflexions. Tout ce que j'ai entendu dire, par exemple, c'est la schizophrénie, mais je ne le vois pas, je ne le produis pas. C'est ça.
Et c'est parmi les méthodes les plus efficaces d'être en contact avec quelqu'un qui peut parler de son histoire. Il y a même un concept qui s'appelle les bibliothèques vivantes qui a été créé et des événements où des personnes qui ont des troubles mentaux vont s'asseoir un peu à une table, puis un peu comme dans un café, puis on peut aller, puis on a une étiquette genre schizophrénie ou trouble bipolaire, puis on peut aller s'asseoir, puis jaser, puis raconte-moi c'est comment de ton vécu. Et donc, ça donne la chance aux personnes qui sont un peu curieuses de mieux comprendre, de moins juger, de rencontrer des personnes qui racontent leur histoire et de voir que c'est du monde comme tout le monde. Et ça aide vraiment à déstigmatiser. Puis si vous êtes prof, invitez des personnes atteintes à venir faire des témoignages dans vos cours, ça aussi, c'est extrêmement efficace. Moi, ça fait des années que Tania m'invite. Ouais. Et c'est léger. Toujours des commentaires positifs des étudiants qui viennent après et qui disent wow, ça a vraiment permis de voir la santé mentale d'une autre perspective. C'est pas théorique, c'est humain, c'est concret. Exact. Moi, je rencontre des étudiants au doctorat en psychologie à l'Université Laval tous les années. Et c'est la première fois dans leur cursus qu'ils entendent parler de l'établissement. C'est pas rien. Là, je parle des psychologues, mais les travailleurs sociaux, pareil, entre les infirmiers en médecine. C'est pas quelque chose qui est enseigné dans nos universités que les gens peuvent se rétablir. Quand on nous présente tout ce qui n'est pas correct. Donc, voilà. Corrigan, oui. Tu vas en parler un peu de ce qu'il a créé, qui est... Patrick Corrigan, oui, qui est l'ami à Tania aussi. Tania lui a demandé d'écrire un chapitre dans notre livre, il l'a fait. Donc, c'est un grand chercheur, expert en stigmatisation et troubles mentaux aux États-Unis. Et psychologue aussi. Hein? Et psychologue. Il est atteint de schizophrénie. Je ne sais pas si c'est schizophrénie ou trouble schizoaffectif, mais en tout cas, il y a une histoire vécue. C'est ça. Donc, lui, il a créé le mouvement qui a copié sur les gays. Soyons fiers, pas fiers d'être malades mentales, mais soyons fiers d'être établis, soyons fiers du cheminement qu'on a fait, puis soyons fiers, autant les soignants, les parents, les familles, les proches, les personnes, pourquoi pas une parade de fierté du rétablissement, c'est ce qu'il fait là-bas. Il organise une sorte d'activité là-dessus sur la fierté. Être fier d'avoir un gros manteau, puis parce que, vous savez, par exemple, c'est la population étudiante dans nos universités, c'est plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils se cachent, donc il ne faut pas qu'ils se cachent, hein. Il y a de l'aide pour eux, etc., mais, pardon, alors je pense que c'est un mouvement, oui, aussi, pardon, ce mouvement-là encourage les gens à faire des sorties de garde-robe, littéralement. C'est-à-dire, ben moi, j'occupe une fonction X à l'hôpital ou à l'université et j'ai un trouble mental. Alors ça frappe, là, ça aide beaucoup. Et les résultats montrent que les personnes qui ont participé, parce qu'il y a aussi des groupes pour aider les gens justement à se défaire de leur propre auto-stigmatisation et à être fiers de leur parcours, mais ça a pour l'instant, en tout cas, les quelques études qui ont été faites sur ce programme-là semblent très, très prometteurs et on pense que ça risque d'être une des bonnes stratégies là, pour aider vers la déstigmatisation, un moment plus de fierté personnelle et collective. Ouais. Et au lieu de... En Angleterre, il y a aussi l'employeur exemplaire. Donc, il y a des hôpitaux qui ils veulent atteindre, ils veulent atteindre 30% du personnel qui se déclare avec une maladie mentale. Donc, ils vont jusqu'à dire qu'à compétence égale, ils vont engager une personne qui a une maladie mentale. Ça, c'est que ce soit au niveau des professionnels soignants, au niveau du secrétariat, l'entretien ménager, bref. Et plus les gens en parlent, plus ça fait baisser. Parce qu'en fait, l'EDI, le comité EDI, c'est pas, diversité et inclusion, c'est pas seulement au niveau de la diversité culturelle ou de la diversité de genre, mais c'est aussi au niveau des handicaps physiques et psychiques. Donc, c'est tout le monde. Donc, c'est s'ouvrir à tous les types de diversité et d'inclusion. Donc, ce mouvement-là, c'est très, très prometteur.
Il y a aussi beaucoup d'associations puis de campagnes, comme les associations de parents amis de la Société québécoise de schizophrénie, par exemple, ou des campagnes de sensibilisation de Belle Cause pour la cause, qui aident aussi à diminuer la stigmatisation, je dirais, plus grand public. On retrouve aussi de plus en plus des témoignages sur YouTube ou des personnes qui vont parler de leurs troubles, de leur processus de rétablissement, de qu'est-ce qui les a aidés dans les émissions de télé. Même Luc est passé, tout le monde en parle. Oui, oui. Donc, Florence K aussi, des personnes qui parlent de du fait qu'ils ont eu un trouble mental et qui vivent avec, et comment ils composent avec ça dans les blogs. Je pense que toutes ces stratégies-là font en sorte qu'on travaille à défaire la stigmatisation. Puis quand je parlais d'éducation plus tôt, moi je sais que plus tôt on éduque, moins on a à défaire des biais et des croyances. Et donc, j'ai remarqué déjà dans les écoles primaires, ils vont intégrer des enfants qui ont des troubles dans le spectre de l'autisme. Ils vont parler très ouvertement dès la première année des différentes orientations sexuelles, de plein de choses qui, avant, étaient stigmatisées puis même jugées là, dans les blagues négatives à l'école. Alors, de faire la même chose avec la santé mentale, de commencer très jeune à en parler de manière très ouverte, va aussi permettre de faire en sorte qu'on n'a pas à défaire des croyances et des biais parce qu'ils se créeront pas. Ça va juste faire partie de la normalité que oui, la santé mentale, c'est quelque chose qui peut être fragile et que certaines personnes, à différents moments de leur vie, peuvent avoir des difficultés. La recherche, la recherche peut beaucoup contribuer à la déstigmatisation. À travers la recherche, on est capable de démontrer que les personnes qui ont les troubles mentaux peuvent se rétablir. Avant, même dans les années 80, on disait « Oh, c'est très rare les gens qui s'en sortent », alors qu'aujourd'hui, c'est plus l'inverse. On dirait qu'il y a à peu près seulement 30% des personnes qui ont les troubles mentaux graves qui vont avoir besoin de beaucoup de soutien dans leur vie. Les autres 70% vont avoir des vies pleines, heureuses, remplies, avec un emploi, avec des relations amicales et amoureuses. Donc, c'est possible et c'est très contraire à ce qu'on enseignait dans les facultés de médecine et dans les professions traditionnelles. Et donc, c'est quoi les exemples de recherche qui portaient sur le rétablissement? Ben, je vais parler un peu de mes recherches à moi. Là. Je donne quelques exemples de manuels d'intervention qu'on a développés dans mon laboratoire et qu'on a testés. Le premier, c'est on a montré qu'on pouvait aider les personnes à gérer eux-mêmes leurs symptômes psychotiques à travers une thérapie de groupe. Et donc, les personnes apprennent à développer des outils pour gérer leur santé mentale et ce qui fait en sorte que, ben, si tu gères ta santé mentale, tu as moins d'hospitalisation, tu peux plus rester dans la société, t'intégrer et tu sens que tu as un contrôle sur ta vie. Le deuxième programme, c'est un programme c'est tous des programmes qui ont été validés dans les grandes études des essais contrôlés randomisés. Là. Le deuxième programme, ben, on a pu démontrer que si on offrait du soutien à l'emploi et en plus des outils pour aider la personne dans son insertion ou sa réinsertion professionnelle, bien, que c'était possible pour la personne de travailler plus de 24 heures par semaine, que c'était possible pour la personne de se maintenir en emploi et d'obtenir rapidement un emploi. Alors qu'on disait qu'il y en a beaucoup qui ne travaillaient pas, bien, dans notre étude, 75% des gens qui ont reçu le programme ont trouvé un emploi. Donc, c'est vraiment possible d'accompagner et d'aider les gens à avoir une vie active dans la société. Puis le dernier programme, c'en est un qui est toujours sous étude. On a fait 2 études jusqu'à présent, puis on en fait une 3e. Mais c'est de dire, ben, les personnes qui ont les troubles mentaux aussi ont le droit d'avoir des relations amoureuses, puis ils ont peut-être besoin d'un peu de soutien, étant donné la stigmatisation, puis aussi d'autres difficultés. Là. La médication emmène une panoplie de difficultés, là, ne serait-ce que les difficultés au niveau sexuel, au niveau aussi de l'image corporelle, et aussi, ben, comment aider les personnes à développer des relations amoureuses saines. Puis, les quelques études qu'on a faites jusqu'à présent semblent suggérer que ce programme-là est vraiment aidant. On aide les gens à se sentir plus compétents à démarrer des relations, à aller vers des gens pour démarrer des relations. Et ils sont aussi plus satisfaits de leur relation. Donc, ils se retrouvent moins dans des relations toxiques. C'est quelques exemples de recherches qui sont portées sur le rétablissement. Un autre outil qui est très, très essentiel, c'est le patient partenaire. Alors. Donc, oui, moi, j'ai commencé, j'étais père aidant clinicien, donc j'étais dans des équipes cliniques où
Moi, j'ai travaillé dans la communauté beaucoup, puis j'ai travaillé 5 ans à l'Institut universitaire santé mentale de Québec. Donc, j'avais ça travailler dans le cœur du monde. Donc, j'étais sur les unités d'admission des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, où on reçoit des gens totalement désorganisés. Je peux vous dire que la paire aidante, ça aide énormément à ouvrir le cœur, à ce que les gens puissent, après ça, mieux créer des liens de confiance avec les autres professionnels. Puis quand on lui dit, ben moi, j'étais assis à ta place là, quelques années, déjà la tension baisse, puis il voit, ah ouais, ça en est sorti, oui. Donc voilà, puis démystifier le rôle aussi des autres professionnels. On n'est pas des magiciens, pas magique qu'un père aidant. C'est l'équipe qui fait la force, c'est important de le dire, mais c'est un atout de plus dans l'équipe. Moi, je pense qu'à date, ceux qui ont commencé à travailler des pères aidants, ils peuvent plus s'en passer, c'est ce qu'ils nous disent. Où est mon père aidant? Donc, ça aide. Et au niveau de l'enseignement, ben, c'est sûr que le patient partenaire de recherche, ben, on amène le point de vue des personnes qui le vivent. Vous savez, moi, on me disait souvent avant que je fasse de la recherche, pour te rétablir, il faut que tu acceptes ta maladie. Moi, je n'ai jamais accepté ma maladie parce que je ne souhaite pas faire ça. J'ai jamais, honnêtement, rencontré quelqu'un qui dit moi, j'accepte ma maladie, je ne l'ai pas vu. Par contre, capable de reconnaître que j'ai un problème, je suis capable de reconnaître que j'ai des symptômes. Je l'ai accepté pour moi, c'est comme baisser les bras, c'est comme gros. Puis honnêtement, en lisant la littérature, j'ai jamais vu ça non plus. Fait que ça, l'histoire d'accepter sa maladie, c'est un fantasme d'intervenant. Hein. Il va accepter sa maladie, tout va bien aller. Et non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça amène des nouvelles idées de recherche, la façon de monter des questionnaires. Des fois, des questionnaires, c'est bâti comme des interrogatoires de police. On n'aime pas ça, les interrogatoires de police. Il faut humaniser ça. En tout cas, bref. Ça amène aussi une perspective, des fois qu'on ne pense pas. Oui. Quelqu'un qui vient d'être hospitalisé, il a des grosses doses de médication, ben il a peut-être de la difficulté à répondre à certaines questions, pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, parce qu'il est trop sonné, ou il y a des difficultés cognitives liées à son état présentement. Et même, on a vu dans la recherche que souvent, il y a plein de déficits neurocognitifs qu'on attribue à la schizophrénie, mais la plupart, il y en a beaucoup qui sont moindres si on tient compte de la vitesse de réaction. Et donc, la personne est au ralenti, étant donné qu'elle vient de faire une psychose ou elle est médicamentée, mais si on ne tient pas compte du temps de réaction, ben la personne, au niveau de ses déficits, ben, ils sont beaucoup moindres. Et donc, il y a beaucoup un apport, justement, comme ça, de quelqu'un qui dit, oui, mais là, regarde, là, la personne, elle vient de recevoir sa dose, là, vous n'allez pas la rencontrer tout de suite, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait? Vous êtes tous habillés, puis elle est en jaquette. Comment vous voulez qu'elle se sente à l'aise de parler de sa vie? C'était tout nu avec une jaquette, puis vous autres, vous êtes tous habillés alentour. On ne se sent pas à l'aise. Exact. Donc, c'est de travailler avec des pères aidants en recherche, ça amène vraiment la perspective de la personne pour s'assurer que même dans les termes utilisés, il y a vraiment tout le vocabulaire change, l'attitude, c'est vraiment d'amener une perspective plus respectueuse, puis de s'assurer que nos questions de recherche n'intéressent pas juste les chercheurs, intéressent les personnes concernées. Ah oui, tout à fait. Puis, tu parles de troubles cognitifs. Moi, j'ai beaucoup eu de soins dans ma vie. On ne m'a jamais parlé de problèmes cognitifs. Jamais. Moi, j'ai commencé à en entendre parler quand j'ai commencé à travailler avec des psychologues à l'Université Laval, là, avec neuropsychologue, là, entre autres, Caroline Sélard. Quand j'ai appris, moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas intelligent, honnêtement, là, parce que je n'ai pas de mémoire, j'ai de la misère à me concentrer, des trucs comme ça. Puis là, quand on m'a expliqué c'était quoi des troubles cognitifs, puis que je pense que 80% des gens qui ont des troubles mentaux ont des troubles cognitifs. Ouais. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que quand on rencontre un soignant, ben, de nous donner une liste, au lieu de nous dire verbalement quoi faire dans la semaine, ben, de nous le remettre par écrit, c'est tellement aidant. Pas parce qu'on est nono, parce que le cognitif est atteint, puis il existe des outils justement pour développer ça. Maintenant, il y a des applications, il y a pas quelque chose. Oui, puis en fait, les neuropsychologues ont développé aussi des programmes de remédiation cognitive très efficaces pour les personnes qui ont des troubles mentaux graves. Et
et ça permet vraiment d'améliorer tous les déficits cognitifs. C'est ça. Où on s'en va? Oui. On a des bons outils, mais il reste quand même beaucoup de travail à faire. Hein. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la stigmatisation reste encore un des défis principaux de la santé mentale. Les compagnies pharmaceutiques vont dire, ils vont pousser pour non, il faut trouver des meilleurs médicaments, mais les médicaments, même les meilleurs médicaments, fonctionnent à 60 Et sur 60 des gens vont bien répondre, mais 40 qui ne répondront pas. Donc, il n'y en a pas de pilule magique et ça ne permet pas de défaire toutes les difficultés liées aux troubles et de défaire la stigmatisation. Donc, et on a vraiment un travail comme société à changer justement les attitudes, à être plus inclusif, à inclure dans les EDI la santé mentale. Mais bon, on a beaucoup avancé. Et ce qu'on voulait aussi mentionner, c'est de faire des travaux comme le livre qu'on a sorti ensemble, qui, peut-être tu peux en parler un peu du livre parce que ça apporte vraiment différentes voix de différents acteurs. Là. Ben oui, donc, c'est-à-dire, moi, comme je vous dis, je suis encore stigmatisé dans ma vie, puis je me dis, comme patient partenaire de la recherche, pour moi, j'ai toujours, vous savez, dans la population, il y en a qui bloquent des ponts, il y en a qui bloquent des villes, il y en a qui perturbent une assemblée. Nous, on fait de la recherche. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est moins violent. Hein? Donc, je me suis dit, ben, si j'y allais avec les faits d'abord, c'est quoi les faits scientifiques sur la stigmatisation au niveau des soignants, du travail, etc., au niveau des familles, des proches. J'ai appelé des gens avec qui j'aime travailler. C'est comme c'est des coups de cœur. Il n'y a pas eu d'entrevue de sélection. Là. Donc, j'ai appelé Tania, elle dit oui tout de suite. J'ai appelé d'autres personnes un peu partout, ici en Europe. Et tout le monde, ils ont eu le mandat de ne pas critiquer, de ne pas chialer. Je ne veux pas de récits de maltraitance, je veux des faits scientifiques. Pas de Et vous devez écrire au grand public. Donc, le défi des scientifiques, c'est vulgariser. Vulgariser. Et je ne veux pas avoir de parenthèse aux 2 mots. Il n'y en a pas, chercher d'emploi, il n'y en a pas. Il y a des références, oui, mais donc, ils ont eu à vue, c'était vulgarisé. Des témoignages de gens qui témoignent avec un peu de recul. C'est pas pour pitcher personne. Des broches. Avec de l'espoir aussi. Oui, c'est ça. Et chaque auteur, que ce soit scientifique ou personne, devait nous donner des solutions. Donc, à chaque chapitre, vous avez des solutions sur comment vaincre la stigmatisation, des choses très simples à faire, me parler un peu, mais au niveau du travail, les adaptations au milieu de travail en santé mentale, ça coûte 90 $ et moins. Les accommodements. 90 $ et moins, c'est pour ceux qui vont faire faillite dans l'entreprise. Donc, il y a des solutions. C'est comme ça que... Et le livre inclut beaucoup d'auteurs de différentes perspectives. Donc, oui, il y a des chercheurs spécialisés en stigmatisation, en autostigmatisation. Il y a aussi un clinicien, un pharmacien qui s'est vraiment questionné, est-ce que je stigmatise dans ma pratique? Et il a demandé à ses collègues pour réaliser, il était sûr que non, mais finalement réalisé que oui, sans s'en apercevoir, il y avait des fois des comportements ou l'absence de comportements qu'il aurait fait avec d'autres qui ne faisaient pas avec des personnes qui avaient des troubles mentaux plus sévères, qui étaient en fait stigmatisants, le fait de ne pas aller vers eux. On a des personnes qui, c'est des organismes communautaires qui décrivent un tour genre de Tour de France en vélo qu'ils organisent, pas aussi grand que le Tour de France, là, mais où autant des personnes avec un trouble mental que des personnes de leur famille, que des cliniciens, que monsieur, madame, tout le monde, ils font un tour de vélo ensemble et on ne sait pas qui est qui, mais c'est pour la cause. Et donc, pour un peu montrer qu'on est tous ensemble dans la même aventure. Donc, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes qui sont proposées, des perspectives intéressantes et il y a vraiment un équilibre entre les expériences vécues, disons, les chapitres plus cliniques et les chapitres plus recherche. Oui. Donc, on vous le recommande si ça vous intéresse. Aussi, on voulait mentionner un peu nos associations, là, au CRIPCAS, le Centre de recherche d'Elius, mon laboratoire L'Espoir, évidemment à l'Université ici, le Réseau canadien de recherche sur la schizophrénie et la psychose. Mentionner aussi un livre qui est sorti récemment, que j'ai fait pour les parents et amis,
de quelqu'un qui a un trouble mental qui s'appelle Côte à Côte, un petit guide rapide pour aider les personnes qui ne savent pas trop comment accompagner un proche. Mais en fait, tu ne sais pas quand ça arrive. Non, c'est ça. Quand ton proche tombe en dépression grave ou fait un petit. Tu ne sais pas comment il parler, tu ne sais pas quoi dire. Donc, ça peut aider, c'est un petit guide simple. Oui. Puis, ben, Luc, tu veux mentionner tes logos ou tes. Ah, ben en fait, j'ai écrit Je suis une personne, pas de maladie. Ça, c'était le premier de la trilogie. Puis après ça, 4 sur le rétablissement. Puis tous les 3 livres, c'est le même principe. Il y a des scientifiques, des cliniciens, des personnes. Donc, 4, c'est plus le sous-titre Exiger l'excellence dans les soins en santé mentale. C'est qu'au Québec, on a l'excellence. Hein? On a les données probantes sont là, mais il y a un clash entre ce qui se passe à l'université puis ce que moi, je Ça se passe dans le milieu, hein. C'est comme 2 univers, et ça serait le fun d'informer le monde que ça existe. Demandez-les, ça existe, ces soins-là. Ne serait-ce que moi, je ne comprends pas que dans une clinique en santé mentale, il n'y a pas de club de marche. Hein? Juste marcher 30 minutes par jour, si vous saviez les bienfaits. Quand je pourrais vous convaincre, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On ne fait pas de sport. Les gens qui ont une maladie mentale, c'est les plus grands consommateurs de tabac au Québec. C'est épouvantable. Je ne sais pas le pourcentage. Là. Il n'y a aucune clinique d'incitation à l'arrêt tabagiste dans les cliniques de psychiatrie. Zéro. Non, même l'inverse. On dit, oh non, on ne va pas suggérer d'arrêter parce que ça va le fragiliser. Ben oui, tu sais, plein de choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas grand-chose, finalement. Puis mes deux autres livres, je n'ai pas écrit qu'une pharmacienne, parce que oui, la médication, mais ça ne règle pas tout. C'est important. Juste prendre des pilules, ça règle, ça met un plaster, mais c'est pas ça qui fait que la personne va se rétablir. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Je pense que chaque personne qui a un trouble mental a le droit d'avoir des services d'excellence, comme la personne qui a un cancer du stade 4. Ils ont l'excellence, nous aussi, on a le droit de l'avoir. Mais c'est ce qu'on voulait vous présenter, donc merci pour votre attention. Puis si vous avez des questions. Merci.